Bonjour à tout l'auditoire. Heureux de modérer cette table ronde sur les disparités en enseignement post-secondaire universitaire dans l'espace francophone, entre particularités et similarités. Tel est le titre de ce panel. Et dès le départ, je vais demander à Madame Ahma Boutria, qui est actuellement directrice de l'Instance nationale d'évaluation de l'éducation et de la formation, de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique auprès du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique au Maroc. Vous connaissez Madame Boutria, qui a été également responsable de l'université de Mohammedia. Vous la connaissez aussi comme intellectuelle, productrice de recherche importante sur le Maroc et au-delà du Maroc. Madame Ahmed, vous avez la parole. Merci à notre président de cette séance et de ce panel sur les disparités en enseignement post-secondaire et universitaire dans l'espace francophone. Je suis ravie d'être là et d'avoir été invitée aux côtés de mes amis et collègues, Madame Maryse Lassande, qui est présidente du Conseil du Québec, avec qui nous avons une collaboration fructueuse. Monsieur Debar, qui a été notre secrétaire général de l'enseignement supérieur, c'est ça, les ministres et tout le panel. Donc les membres du panel, je viens de faire leur connaissance et je suis ravie quand même de m'exprimer devant cette audience. La thématique que nous allons aborder dans cette table ronde est d'une importance. Bon, je commencerai par dire que, étant évidemment directrice de l'Instance nationale d'évaluation, la question des disparités, qui est le cœur de ce débat dans cette table ronde, est au centre de nos préoccupations. Pour la simple raison que toutes les... je mettrai peut-être une liste de tout... Voilà, toutes les publications de l'instance, pas toutes, mais les plus importantes, où on retrouve quand même la question des disparités, elle est présente. Que ce soit le rapport sur les écoles de justice sociale, l'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'enseignement supérieur accès régulé, accès non régulé, l'enquête ménage d'éducation, sur l'éducation, une grande enquête que nous avons menée sur les ménages et l'éducation, avec quand même un échantillon représentatif des ménages marocains. Et la première fois qu'on a eu une telle étude sur l'éducation, parce qu'on n'avait aucune idée sur quelle est la perception, quelles sont les attitudes, quels sont le rapport des familles à l'éducation. Et puis les étudiants et la vie universitaire, qui est notre dernier rapport qui n'est pas encore publié et qui va l'être bientôt. C'est sur les étudiants et la vie universitaire, qui est aussi un rapport qui est réalisé pour la première fois sur les étudiants au niveau des universités marocaines. La question des disparités, pourquoi on parle de disparités ? On parle de disparité lorsqu'il y a des différenciations au niveau des universités, des différenciations qui ne sont pas justes. Parce qu'il y a des différenciations qui sont justes, à savoir qui sont des différenciations de mérite.
Parce que lorsque seul le mérite compte, ce ne sont pas des disparités. Donc les disparités sont importantes, sont très importantes actuellement. Pourquoi? Je crois parce qu'il y a une implication sur la question de l'équité, sur la question de l'égalité des chances, sur le lien social aussi et sur la société. Donc il est important quand même d'être attentif à la question des disparités dans notre système éducatif et comment elle intervient aussi dans ce système, et je vais élaborer sur cette question. Nous connaissons aussi que les jeunes traversent aujourd'hui de grandes... on est traversé, enfin les sociétés sont traversées par de grandes mutations. Et ça touche essentiellement les jeunes. Parce que les réseaux sociaux, la communication numérique, il y a une consommation de ce qui se fait au niveau du numérique. Ça donne un peu, disons, l'étalage aussi des richesses, la critique aussi des disparités sociales. Tout ceci alimente quand même une frustration chez les jeunes. Et par conséquent, il y a une conscience des disparités, beaucoup plus qu'avant. Je crois aujourd'hui, nos jeunes sont confrontés à un sentiment quand même de disparité qui n'existait pas autant de ma génération, disons, et que lorsqu'il y avait quand même une certaine mixité sociale, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans certains, disons, secteurs. Donc je peux dire qu'il y a un impact sur les jeunes et c'est pour ça qu'il faut s'occuper des disparités, surtout dans notre système éducatif. Donc, comment identifier ces disparités? Premièrement, il y a à plusieurs niveaux. Il y a les disparités intrinsèques au système lui-même, le système éducatif, le système de formation. Il y a les disparités extrinsèques, il y a l'articulation entre les deux, et aussi, il faut se poser la question qui nous préoccupe dans ce colloque, quel est l'impact ou l'effet sur l'insertion professionnelle. Je commencerai par les disparités intrinsèques. C'est-à-dire qu'elles sont à l'intérieur du système lui-même. Comment le système lui-même génère les disparités. Par exemple, lorsqu'on prend notre système universitaire, et là c'est le cas marocain, nous avons un système à accès ouvert qui reçoit 88% d'étudiants et un système à accès régulé, c'est-à-dire un système où il y a une sélection des étudiants pour entrer à l'université. On peut dire que c'est un système qui est basé sur le mérite. Parce que ceux qui ont le mérite, qui ont des notes quand même élevées au baccalauréat, qui passent parfois un concours, ils rentrent dans des écoles d'ingénieurs, écoles de médecine, etc. D'autres, mais la masse se retrouve au niveau de l'université. C'est-à-dire 88% se retrouvent au niveau de l'université. Mais avec la massification qu'a connue l'université marocaine, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation quand même de déficits. De déficits, c'est-à-dire au niveau, peut-être pour des raisons structurelles, parfois de l'infrastructure, parfois c'est l'encadrement. Donc le système ouvert, à la longue, il a commencé à cristalliser le déficit, à cristalliser une image d'un système déficitaire. Alors que le lendemain de l'indépendance, disons, c'était un système quand même qui a produit une élite. Toute l'élite qui est aujourd'hui dans des secteurs clés de notre système provient du système public marocain qui était, c'est le système universitaire. Donc, par l'évolution quand même de notre université, par la massification qui n'a pas été peut-être planifiée, peut-être, donc on constate, ça ne veut pas dire que ce système-là ne produirait pas la qualité, parfois dans certains secteurs elle existe, mais comment dans l'imaginaire et dans la perception aussi des familles, il cristallise aujourd'hui un désavantage, une faiblesse. Donc la perception, quand même, il y a une réalité dans la perception aussi, la manière dont il est perçu, et on voit maintenant
comment les familles se bousculent, se forcent quand même avec des soutiens scolaires au niveau du baccalauréat pour que les élèves aient des notes élevées au baccalauréat pour entrer dans un système qui est, disons, régulé. Donc, à la longue, on peut dire que, sans le vouloir, ce n'est pas la volonté de l'État qui a voulu que ce soit ainsi. On pourrait dire que c'était quand même une sélection selon le mérite. Mais au niveau de la perception, on assiste à une hiérarchisation entre les deux systèmes. Donc voilà comment un système a créé quand même, a généré des disparités qui n'étaient pas voulues au départ. C'était, bon, c'est-à-dire, bon, et maintenant il y a une hiérarchisation entre les études, par exemple les sciences humaines et sociales, les juridiques et tout ce qui est ingénierie, études médicales, etc. Ben, ça, c'est les disparités que j'appellerais intrinsèques au système lui-même. Disparités extrinsèques, à ce moment-là, elles sont d'ordre social. C'est-à-dire, selon l'étude que nous avons menée, elle est récente, on n'a pas encore publiée, sur les étudiants et la vie universitaire, on constate aussi que, quand même, il y a des disparités territoriales. Enfin, il y a des étudiants qui arrivent aussi du milieu rural. C'est 84% des étudiants, de nos étudiants, selon cette enquête, proviennent du milieu urbain. Mais le reste, c'est-à-dire 16% du milieu rural. On peut dire que, au moins, il y a ces 16%, donc ça veut dire que, quand même, qu'ils sont arrivés à l'université. Mais ils arrivent aussi avec un désavantage social, linguistique, un désavantage aussi au niveau des revenus des parents, etc. Disparité de genre, là on a fait quand même un pas en avant. Je peux dire qu'au niveau par exemple des étudiantes, on est arrivé quand même à avoir presque une parité complète. Donc lorsqu'on... aussi, je crois que j'ai là... Non, je n'ai pas ici. Est-ce que tu peux revenir en arrière? C'est là? Non. Bon, je laisse, c'est pas... Ah oui, il fallait... Ça fait rien, ça fait rien. Je disais que pour les... Ok. Il me dit déjà 15 minutes. Hein. Les disparités, évidemment, sociales aussi sont importantes, c'est-à-dire que c'est des disparités aussi qui proviennent aussi du secondaire, parce que l'étude que nous avons fait sur le PNEAP, Programme national d'évaluation des acquis des élèves, nous disent que l'effet famille est à 80% plus que l'effet, par exemple, école. C'est-à-dire que l'école ou l'université n'arrive pas à compenser quand même le déficit social qu'ont les étudiants lorsqu'ils arrivent quand même à l'école. Donc il y a un continuum aussi entre le secondaire, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement, disons, supérieur. Lorsqu'on examine aussi le revenu aussi des parents, c'est pareil, on retrouve que, évidemment, les élèves les étudiants qui sont issus du milieu rural sont dans le quartier le plus inférieur des revenus. Ça veut dire qu'il y a des étudiants quand même qui arrivent dans ce système avec un désavantage social. Tout ceci, pour terminer, je dirais que ça a un impact sur l'insertion professionnelle. Parce qu'au niveau, par exemple, lorsqu'on parle des entreprises, les entreprises n'ont pas la même perception des systèmes aussi. La perception dont j'ai parlé au niveau de la société, aussi au niveau du secteur économique, on considère que ceux qui proviennent, par exemple, des écoles d'ingénieurs, des écoles techniques, des écoles, sont évidemment mieux dotés. Et ils le sont parce qu'ils sont peut-être relativement mieux dotés, ils ont des atouts
compétitive disons, sur le marché de l'emploi. Donc le désavantage social qui frappe un certain nombre d'étudiants, une masse d'étudiants qui est importante, a des répercussions sur l'insertion sociale. Peut-être on pourrait en parler un peu des solutions peut-être tout à l'heure lors de la discussion, et je fais plaisir à mon président et je m'arrête. Présentant Madame Ahma Boulkhia, j'ai oublié de mentionner que c'était aussi ma camarade de classe en philosophie, parce qu'on faisait des études de philosophie. Alors, Madame Maryse Lassonde est présidente du Conseil supérieur de l'éducation du gouvernement du Québec et professeure émérite à l'Université de Montréal. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai aussi quelques diapos. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de similarités avec le Maroc. Avant de vous présenter ces disparités, laissez-moi juste vous parler un tout petit peu de ce qu'est le Conseil supérieur de l'éducation, qui est d'ailleurs très semblable au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Maroc, avec lequel nous avons signé une entente de collaboration en juin dernier. Alors, c'est un organisme public, on couvre tous les niveaux d'enseignement, donc du préscolaire jusqu'à l'université, incluant évidemment la recherche scientifique. Et notre rôle principal est de conseiller le ministre et de faire état des préoccupations civiles quant à l'éducation. Alors voici le conseil en bref, avec des commissions et plusieurs publications, mais laissez-moi simplement d'abord vous présenter notre système d'éducation au Québec, qui est quand même différent de celui que vous avez. Alors, on a l'enseignement obligatoire, évidemment, donc du préscolaire jusqu'au secondaire, du préscolaire qui commence maintenant à la maternelle 4 ans, et donc jusqu'au secondaire qui se termine, pour nous, ça s'appelle la 11e année d'études. Par la suite, on passe à l'enseignement supérieur qui est composé de 2 instances. L'instance des cégeps, donc ce qu'on appelle chez nous l'enseignement collégial, qui diffère du vôtre, c'est vraiment de l'enseignement supérieur, qui peut donner soit une formation technique, soit une formation préuniversitaire, donc qui amène à l'université. À l'université, on a ensuite le baccalauréat de 3 ans, la maîtrise, 1 an ou 2, et le doctorat, 3 ans. Donc, c'est le réseau universitaire de l'enseignement supérieur plutôt au Québec, 18 universités, dont 3 anglophones, 48 cégeps, plus de 300 000 étudiants inscrits à l'université et près de 200 000 inscrits au cégep, donc qui est quand même de l'enseignement supérieur. Alors, on a des préoccupations au Conseil supérieur de l'éducation. L'une de nos préoccupations, qui ressemble à celle du Maroc aussi, c'est la répartition de la population selon les régions administratives. Alors, il va de soi, et vous pouvez le voir ici, c'est un petit peu difficile, mais dès que c'est bleu, c'est l'université et vert, c'est le cégep. Donc, l'enseignement supérieur, comme vous pouvez le voir, c'est pas toutes les régions qui ont accès. Alors, évidemment, la grande ville de Montréal, presque la grande majorité des gens ont une éducation de niveau d'enseignement supérieur. Mais dans plusieurs régions, ça demeure encore un problème d'accès. Dans les régions rurales, donc, il y a encore des difficultés d'accès à l'université. L'autre préoccupation, donc une très très grande préoccupation au Conseil supérieur de l'éducation, en fait, ça concerne le genre. Et donc, on arrive au thème un peu de ce symposium, de ce colloque tout entier. En ce qui concerne les hommes, on a une très grande préoccupation parce que c'est la question de la persévérance des études qui est au cœur des préoccupations des acteurs du milieu. En ce qui concerne les femmes, la question de leur représentation dans les domaines des sciences, technologies, d'ingénierie, de mathématiques, ce qu'on appelle les STEAM, à la fois aux études mais aussi en emploi, ça préoccupe énormément le Conseil. Dès 1984, le Conseil déjà déplorait le fait que les cheminements scolaires des filles les conduisaient à l'exercice de métiers de profession traditionnellement féminins.
En 91 déjà, le Conseil écrivait que les garçons sont plus nombreux à abandonner leurs études. 2019, c'est la même chose. Même constat, accès plus faible et réussite moins grande chez les garçons et un phénomène de massification ségrégative des filles. Alors, tant à la formation technique qu'à la formation universitaire ou préuniversitaire, les filles sont moins nombreuses en technique physique et en sciences. Voici le taux d'accès au collégial, donc enseignement supérieur, préuniversitaire. En gris pâle, ce sont les filles. Donc, beaucoup plus de filles qui accèdent à l'enseignement collégial. Les garçons, ça stagne en fait, et donc, encore une fois, les garçons sont vraiment beaucoup moins nombreux que les filles à l'enseignement collégial. Si on regarde à l'enseignement universitaire, oups, c'est allé un petit peu trop loin. Ah, il me manque des diapos ici, hein? Oui, il y a un petit problème Alors, je vais voir. Oui, ça saute les diapos. Ah, ben, ça, c'est un petit peu malheureux. Bon, écoutez, c'est malheureux. J'avais plusieurs diapos qui vous montrent en fait ce qui arrive, c'est que les filles sont beaucoup plus nombreuses au bac que les garçons. Beaucoup plus nombreuses aussi à la maîtrise que les garçons. Au niveau du doctorat, c'est pratiquement paritaire. Donc, on semble se dire, bon, les filles réussissent mieux que les garçons, tout va pour le mieux. Par contre, si on regarde le niveau salarial, si on le compare les filles et les garçons, vous l'avez ici, le revenu d'emploi selon le niveau de scolarité et le genre. Pour les 16 ans et plus au Québec, c'est une enquête de 2009. J'espère que l'autre diapo n'a pas disparu. Mais ici, vous voyez que lorsque quelqu'un a terminé au secondaire, entre les filles et les garçons, il y a une différence déjà de 8 000 $. La même chose au niveau collégial. On est donc au niveau préuniversitaire, les filles gagnent 8 000 $ de moins que les garçons. On croirait que l'université allait régler tous les problèmes, mais vous voyez qu'au niveau universitaire, la même différence persiste. Il y a même 19 000 $ de moins de salaire annuel chez les filles, à un diplôme égal. Donc, un problème. J'ai ici, donc ça ici, c'était une enquête de 2009, mais on a ici 2015. Vous avez exactement le même phénomène à tous les niveaux. Alors, vous voyez qu'une jeune fille qui a terminé le secondaire va faire un peu moins que le garçon qui n'a pas terminé le secondaire. Vous voyez aussi la différence, que ce soit deuxième cycle ou troisième cycle, les femmes gagnent vraiment un salaire qui est beaucoup inférieur à celui des hommes. Vous voyez qu'on n'a pas la même échelle. Alors ici, l'échelle supérieure, on est à 40 000. Ici, on est à 54 000. Donc, l'écart est très grand. On a une étude aussi qui est sortie il y a environ une douzaine de jours du Canada tout entier, à tous les niveaux d'enseignement. Les femmes ont toujours un écart salarial inférieur. Et ce que l'enquête démontre à travers le Canada, c'est qu'après 5 ans, cet écart s'accentue. Alors, on parle souvent au Canada de ce souci d'équité, de diversité, d'inclusion, mais en fait, dans les faits, cette équité n'est pas encore atteinte. Je vous montre une autre diapo qui pour nous est très importante, c'est l'importance des femmes dans les STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On sait que, on vient de le voir, le salaire qu'elles obtiennent les femmes, elles obtiennent toujours un salaire plus bas que celui des hommes. Et donc, dès qu'elles rentrent sur le marché du travail, leur salaire moyen est inférieur à celui des hommes. Et en général, le salaire hebdomadaire des femmes ayant obtenu un baccalauréat est de 90% de celui des hommes. Là où on s'inquiète beaucoup, c'est que les grandes firmes économiques nous disent que les conditions salariales des emplois issus des domaines des STEAM vont augmenter le pouvoir d'achat de tous les gens qui sont spécialisés en STEAM. Malheureusement, les salaires, on le sait, les salaires en STEAM, c'est heureux, c'est en moyenne 12% plus élevé que dans les autres domaines, mais les femmes n'y sont pas dans ces domaines-là. Donc, elles ne choisissent pas le domaine des STEAM. Vous l'avez ici, l'inscription des femmes par domaine d'études pour l'année 2017-2018. C'est des données qui sont recensées dans l'une de nos études. Vous voyez, en gros, baccalauréat, maîtrise et doctorat en génie, en informatique, en physique, tous les domaines donc qui vont mener à des postes qui vont être les plus en demande et les plus rémunérés, elles n'y sont pas. Il y a seulement ça tourne entre à peu près de 20 à 25% de femmes qui sont là-dedans.
Évidemment, elles sont nombreuses dans les autres domaines, mais pas dans celui-là. Juste aussi pour vous montrer l'évolution au niveau universitaire. Ça ici, c'est pour les STEAM. Vous voyez qu'au baccalauréat, les femmes en physique, en informatique, en génie et en mathématiques, au baccalauréat, on a seulement 24%. Plus on avance en carrière, donc maîtrise, doctorat, et par la suite, professeur de premier niveau, professeur adjoint, vous voyez que l'écart se creuse par la suite. En fait, au niveau de tout le Canada, à l'époque où l'étude a été faite, mais il y a eu très peu de changements, il y avait seulement 9% des femmes qui avaient atteint le sommet le plus haut dans la hiérarchie universitaire dans ces domaines. Alors, il y a évidemment beaucoup encore de travail à faire. Et donc, voilà, c'est que je pourrais aussi vous donner quelques pistes de solutions que le Conseil entend mener, mais on a quand même un état de situation qui est assez alarmant. Voilà. Merci, Madame Maryse Lassonde. Je voudrais maintenant m'adresser à Monsieur Abdelhafid Bar, qui a été pendant 9 ans, une décennie, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui était connu auparavant comme directeur de la formation des cadres au sein du même ministère et qui a assumé des fonctions de direction d'établissement et de filière de formation d'ingénieurs. Monsieur Bar, vous avez la parole. Merci beaucoup, c'est un honneur que de participer à ce panel avec des personnalités qui ont contribué à façonner le système d'éducation et de formation supérieure au Maroc. Et je parle en particulier de professeur Saaf, qui a été ministre dans le cadre du gouvernement d'alternance d'éducation secondaire et qui a contribué à la mise en place de la Charte nationale d'éducation et de formation dans ses débuts. Je peux le dire en toute franchise, qui a contribué à l'effort de démocratisation de l'éducation au niveau entre, je dirais, l'urbain et le rural, démocratisation d'accès à l'éducation, notamment pour les filles rurales, et aussi à, je dirais, l'amélioration des rendements internes. Bien sûr, tous les problèmes n'ont pas été réglés, et c'est la raison pour laquelle il y a encore un effort dans le cadre de la loi, de la réforme du secteur, dans le cadre de la loi cadre qui vient d'être adoptée. Madame Rahma Bourkia, avec qui j'avais aussi l'honneur de travailler alors qu'elle était présidente de l'université Hassan II Mohammedia, et qui a aussi œuvré d'arrache-pied à, je dirais, d'abord développer l'enseignement supérieur au niveau de cette région, dans le cadre de la régionalisation et de la démocratisation de l'enseignement supérieur, et notamment par le développement de cette université, l'élargissement des champs de compétences de formation et l'amélioration à la fois des rendements internes et externes. Bien sûr, Mme Bourkia vous a fait part des grandes problématiques qui sont étudiées par le Conseil supérieur en tant que directrice de l'instance nationale d'évaluation au sein de ce Conseil. Je suis aussi comblé de participer à une conférence internationale de la francophonie, et si vous pouvez m'excuser, je vais ouvrir une parenthèse. 15 ans, il y a 15 ans, j'ai fait la connaissance du fondateur de l'Université internationale de Rabat dans une conférence internationale de la francophonie à Nantes. Et j'ai été appelé à représenter Madame la rectrice
de l'agence universitaire. J'étais en ce moment président du conseil scientifique lors de cette journée de la francophonie. Et le hasard a fait que j'ai rencontré M. Mouaddib, l'actuel président de l'Université internationale de Rabat, et c'est là où j'étais en même temps directeur de la formation des cadres et de l'enseignement supérieur privé. En faisant cette connaissance, je lui ai annoncé que c'est moi qui ai rédigé la première lettre d'accord de principe d'ouverture de la première université privée au Maroc, qui était signée par M. Habib Melki, alors ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. 15 ans après, je me retrouve ici au sein d'une conférence internationale en francophonie représentant M. Mouaddib, président de l'Université internationale de Rabat. Alors, je voudrais, comme j'ai participé plus ou moins aux échanges avec, je dirais, pour l'organisation de cette conférence en tant que représentant de ces Mouaddib, et ce n'est qu'hier soir qu'il m'a demandé gentiment, du fait qu'il a quelques engagements de dernière minute, de le représenter. J'espère que je le ferai dignement. Alors, je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint, mais néanmoins, je vais essayer de vous faire parler des chiffres. J'aime bien les chiffres. C'est ma déformation professionnelle. Au Maroc, nous sommes à peu près 23 universités au niveau national, dont 12 publiques, 10 universités privées, dont 5 créées dans le cadre de partenariat avec l'État, qu'on appelle universités dans le cadre de partenariat public-privé, et 5 entièrement privées, et énormément et une université publique qui a à gestion privée, qui est l'université Akhaoui, qui a un statut spécial. En tout, nous avons à peu près 410 établissements d'enseignement supérieur, dont 140 publics, 74 de formation des cadres et 32 créés dans le cadre de partenariat avec l'État et 164 privés. Alors qu'est-ce que ça veut dire formation des cadres? Et là, déjà, Mme Bourkhia en a parlé, nous avons une certaine dichotomie entre les établissements, je dirais, de formation professionnalisant, qui forment des ingénieurs, qui forment des spécialistes en commerce-gestion, de l'ISCAE, des administrateurs spécialement pour la fonction publique et autres, qui sont sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et des départements ministériels techniques, ministère de l'Agriculture, des Travaux publics, etc. Et ce qui fait que ces établissements sont choyés. Ils ont plus de budget, ils ont plus de moyens par rapport à la masse d'étudiants qui existent au sein des universités. Donc déjà, une première distinction assez importante. Deuxièmement, ces cadres étaient pratiquement garantis d'avoir un job. D'abord, au départ, c'était un emploi garanti par contrat au sein du ministère, donc, qui supervise l'établissement, mais aussi, de par les relations avec les secteurs professionnels, ils avaient plus de chances avec un taux d'employabilité qui souvent dépasse les 98 à 99%. Minimum, c'était 95%. Donc, voilà un premier élément je dirais, de ce dont a parlé Mme Bourkhia, donc les disparités intrinsèques au sein du système. Même au sein du secteur de l'enseignement supérieur public, donc universitaire, là aussi nous avons une différence assez nette entre les établissements à accès ouvert, qui sont les facultés des sciences juridiques, économiques et sociales, les facultés des sciences, d'une façon générale, sciences et techniques, et les facultés de lettres et sciences humaines. Et ce sont ces dernières qui agglutinent le maximum d'étudiants, avec près de 87% des étudiants qui sont annuellement inscrits.
87% des étudiants, alors que les autres établissements ne drainent que 13%, avec là aussi des capacités d'encadrement meilleures. C'est un secteur avec sélection des étudiants à l'entrée, ce qui fait que le rendement interne est meilleur, les taux de réussite sont toujours très élevés, les déperditions ou abondants sont quasiment nuls. Et là aussi, c'est les exemples de l'école Mohammadi d'ingénieurs, les facultés de médecine, là aussi sont classées dans ce cadre-là, et les écoles de commerce et gestion. Donc là, c'est des établissements qui ont énormément de moyens, comparativement aux établissements à accès ouvert, qui, d'une façon générale, ont assuré la démocratisation de l'enseignement supérieur. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont assuré la démocratisation du fait qu'en espace pratiquement de 10 ans, le nombre d'étudiants au niveau national a été multiplié par au moins 2,5. On est passé à moins de 400 000 à 1 million d'étudiants actuellement. Donc on assiste à une démocratisation de l'enseignement. Mais au dépend d'un certain nombre d'établissements à accès ouvert qui sont obligés, et par la loi, sont obligés d'accueillir des étudiants. Une place pour chaque bachelier qui désire poursuivre ses études selon une carte de répartition régionale de nos 12 universités au niveau régional. Donc là, c'est une problématique ou une distinction très nette, ou une disparité très nette, même au sein de l'enseignement supérieur universitaire, par cette, je dirais, comparaison ou ce contraste entre le secteur sélectif et le secteur ouvert pour tous les étudiants. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que nous avons assisté à une massification énorme et importante. Heureuse, il ne faut pas nous nier, c'est un facteur heureux, mais qui crée des problèmes. Nous avons des capacités d'accueil de 300%, c'est-à-dire si nous avons pour 100 places, nous avons 300 étudiants. Dans certaines facultés des sciences économiques, juridiques et sociales. Nous avons des taux d'encadrement très faibles, de 1 enseignant pour 210 étudiants dans certaines de ces facultés. Alors que dans le secteur ouvert, je dirais régulé, dans les écoles d'ingénieurs, etc., on est autour de 1 pour 15, 1 pour 20. Les taux indiqués, généralement, les taux d'encadrement doivent être entre 1 pour 25, etc. Dans les facultés à accès ouvert, de par je dirais même les normes internationales, normalement, on peut accepter d'être entre 1 pour 80, 1%. Mais là, alors comment voulez-vous faire l'encadrement avec cet amphi archi-comble et pour lequel l'enseignant a des difficultés à communiquer avec les étudiants. Deuxième conséquence, des taux de déperdition les plus élevés. Nous arrivons, et je pense que Mme Borkhia peut en témoigner, elle l'a vécu en tant que présidente d'université, je pense que le Conseil a des statistiques très fécondes dans ce domaine-là. Les taux de déperdition sont autour de 47%. Ce sont les chiffres actualisés dernièrement publiés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. 47% des étudiants qui sortent, qui quittent l'université sans aucun diplôme et sans aucun module capitalisé. Vous voyez les taux de déperdition en termes budgétaires qui ont été estimés à plus de 3 milliards de dirhams. Donc là, c'est je dirais, un problème aussi interne au sein du secteur. Et alors, les raisons sont multiples. D'abord, le niveau des étudiants, bacheliers qui arrivent du secondaire avec des lacunes, notamment dans les langues. On passe d'un système où l'enseignement
collégial et secondaire, notamment des sciences, a été fait en arabe, je dirais au supérieur, où l'enseignement de ces matières est fait en français. Alors, quelles sont les répercussions? On assiste de plus en plus au fait que des étudiants scientifiques ou des élèves scientifiques s'orientent vers les études juridiques, économiques, et fouillent les études scientifiques de façon générale. Ceux qui n'ont pas les moyens, bien sûr. Et là aussi, ça crée une différence énorme sur le plan social entre les élèves qui viennent des familles démunies par rapport aux élèves qui viennent des familles qui de toute façon, les excellents sont excellents partout, même dans les langues. Et ils arrivent je dirais, à réussir leurs études. Ok. Alors, je peux m'étaler parce qu'il y a plusieurs... Maintenant, ratio homme-femme. Il faut dire en toute franchise que l'éducation nationale a fait un effort extraordinaire pour la scolarisation de la fille, notamment la fille rurale. Un effort important au niveau du primaire, pratiquement la généralisation est acquise. Par contre, lorsqu'on passe au collège, il y a un effort aussi de construction de petits collèges ou des établissements scolaires mixtes où il y a le primaire et collège, mais il y a encore un problème, je dirais, culturel au niveau rural, mais aussi d'infrastructures, d'insuffisance d'infrastructures pour pouvoir accompagner la fille rurale pour aller au collège et par la suite au lycée. Par contre, je dirais malgré tout, les faits, on l'a bien senti. Au niveau de l'enseignement supérieur, généralement, on est à la parité. Au Maroc, on a atteint la parité filles-garçons au niveau du secteur de l'enseignement supérieur. Quelques chiffres. Au niveau de l'enseignement universitaire, on est à 50,3%. Au niveau de la formation des cadres, on est pratiquement à 55%, filles plus que garçons. Et au niveau de l'enseignement supérieur privé, on est autour de 47%. Donc là, au Maroc, on peut dire qu'il y a des avancées énormes en matière de, je dirais, de la question genre. Alors, même au niveau des branches d'études, on a constaté que la parité est là, et même pour certaines filières telles que les sciences de la santé, on a 60% des filles par rapport aux garçons. Donc là, il y a le Maroc, je peux le dire en toute franchise, je n'ai pas d'études à vous donner pour l'instant sur la question des salaires auxquels vous avez fait allusion, mais alors, au niveau des diplômés, bien sûr, les mêmes causes créent les mêmes effets. Je pense que là aussi, on assiste de plus en plus à plusieurs diplômés. Le marché de l'emploi je dirais, n'a pas les mêmes comportements vis-à-vis des lauréats filles et garçons, parfois, dans certaines entreprises privées. Alors, ce qui est important, c'est qu'actuellement, on a notamment au niveau des licences de gros problèmes. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur introduit une grande réforme de mise en place de ce qu'on appelle le nouveau bachelor, pour pouvoir faire face aux insuffisances en termes de langue, en termes de soft skills, et pour accompagner les jeunes étudiants par un développement professionnel et accéder au milieu de l'emploi. Sachez qu'auparavant, l'État était employeur à 100% pratiquement pour tous les licenciés et les filières de formation étaient restées classiques, quoique le marché, l'employeur a changé. Ce n'est plus l'État, mais c'est le secteur privé. Et c'est là où il y a aussi cette, je dirais, dichotomie assez importante qui se développe. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que le Maroc a fait des efforts énormes. On a encore quelques et pas mal de contraintes internes à relever, des défis à relever, mais nous avons la volonté royale d'abord,
parce qu'il accorde énormément d'importance à ce secteur. Après, je dirais, la réputation de notre patrie, donc spoliée. Et je dirais, nous avons aussi la volonté à tous les niveaux du ministère, du Conseil supérieur et tous les acteurs pour pouvoir relever ces défis et améliorer à la fois le rendement interne, le rendement externe, les compétences et les aptitudes de nos étudiants à accéder facilement à un emploi après leur formation. Donc, merci pour votre attention et je suis prêt à répondre aux questions qui seront posées. Merci Seyed Hafed pour cette intervention. La parole maintenant est à M. Henri Manceau, qui a été récemment, il y a un mois, désigné directeur de la francophonie économique et numérique, après avoir été ces dernières années ambassadeur, représentant permanent de la francophonie auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne. Auparavant, M. Manceau a occupé plusieurs postes diplomatiques et responsabilités de directeur de cabinet au sein du gouvernement, le gouvernement belge, et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur Manceau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En effet, j'ai un profil un peu différent de mes compagnes et compagnons cet après-midi, et donc peut-être vais-je être un tout petit peu l'élément perturbateur aussi. Alors, je dois quand même tempérer ce que je viens de dire parce que la présentation que je vais faire, ou les remarques en tout cas que je vais formuler, ont été abondamment nourries par mon collègue Émile Tanawa, le professeur Émile Tanawa, que vous connaissez peut-être, qui est le directeur de l'Institut l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF à Dakar, et il a été précédemment, Émile, le vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc il y a un peu une dimension académique, malgré tout, même si mon regard est celui du responsable de la mise en œuvre de la stratégie économique et de la stratégie numérique de l'Organisation internationale de la francophonie. Deux points essentiellement. D'une part, sur les constats, et là je vais abonder évidemment ce qui a été dit précédemment, et puis peut-être une réflexion prospective. Alors, pour ce qui concerne les constats, moi je voudrais remonter un peu plus. Alors, certes, notre table ronde porte sur l'enseignement supérieur, et au-delà, mais évidemment, l'enseignement supérieur, l'enseignement universitaire, dépend fortement de ce qui s'est passé avant. Et si vous n'avez pas pu accéder dans le système tel qu'il est construit aujourd'hui, en tout cas, et qui concerne tous nos pays, si vous n'avez pas pu accéder à l'enseignement supérieur, après, il est difficile d'entrer dans les statistiques. Donc je voudrais rappeler que ces facteurs de disparité qui ont été soulignés pour l'enseignement supérieur sont présents évidemment dès le plus jeune âge et sont présents dans l'enseignement primaire et secondaire, et il faut peut-être insister sur un certain nombre d'éléments par rapport à ça. Il y a des enjeux qui relèvent bien sûr de la disparité territoriale, là aussi, entre les zones urbaines, périurbaines et rurales, avec vraiment de grandes différences. Alors cela varie selon les pays, mais quand même des différences qui sont tout à fait significatives. Et puis il y a les disparités sociales qui ont été évoquées, elles aussi. Cela commence par les enfants fantômes.
dans beaucoup de pays, de nombreux enfants, quand je dis de nombreux, on parle de plusieurs dizaines de millions d'enfants pour l'espace francophone, qui n'ont simplement pas d'existence légale et donc qui ont les plus grandes difficultés à entrer dans le système scolaire, qui éventuellement, dans beaucoup de cas d'ailleurs, n'y entre jamais. Donc ça, c'est un premier élément qu'il convient de garder à l'esprit. Deuxième élément, la différence entre garçons et filles. Alors là, on a vu les choses, encore une fois, à un moment donné du segment de l'évolution, mais les choix entre qui on envoie à l'école quand on estime avoir la possibilité de pouvoir envoyer quelqu'un à l'école, et très souvent ce ne sont pas les filles, qui on envoie à l'école, ce sont des choix qui se déterminent très très tôt, là aussi. La question ensuite des mariages, qui est aussi un facteur discriminant pour les filles. J'assistais tout à l'heure à une autre table ronde dans le cadre de notre conférence, où il y avait un débat sur la question de la procréation, et donc du fait que bien sûr les filles avaient des contraintes supplémentaires. Étant dans ce cas-là, et ce qui m'a surpris dans ce débat-là, c'est qu'on a envisagé la question sous l'angle de comment peut-on aussi porter crédit aux femmes d'être des mères. On n'a pas posé la question sous l'angle de comment fait-on pour davantage mutualiser au sein de la famille, au sein du couple, au sein de la société, les responsabilités liées au fait d'avoir des enfants. Mais il est clair que là aussi, l'âge du mariage importe vraiment. La question de la pauvreté reste absolument déterminante. Un grand nombre de familles continuent à avoir beaucoup de difficultés à couvrir des coûts de scolarité qui parfois peuvent paraître relativement faibles. Les chiffres que j'ai ici et qui sont des chiffres du Programme alimentaire mondial sont de l'ordre de 70-70 dollars américains par an en Côte d'Ivoire, par exemple, ou 7 dollars américains par an au Niger. Néanmoins, il continue à constituer une barrière extrêmement forte. Et un dernier facteur que je voudrais souligner est celui du décrochage scolaire. C'est un facteur qui, une fois qu'il se produit, a très peu de mesures correctives. Il est très difficile d'imaginer que des personnes qui ont été en décrochage scolaire à un stade préliminaire, disons, de leur, mais néanmoins fondamental de leur parcours, puissent être réintégrées dans ce parcours. Une étude du secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation a mis en évidence les freins à la scolarisation des filles. C'est une étude qui porte sur près de 80 pays. Alors, systématiquement, ces freins, ou leur ordre d'importance serait le suivant. Tout d'abord, les facteurs socioculturels, donc les représentations que l'on peut avoir de la société et du système éducatif. Deuxièmement, les mariages précoces que j'évoquais à l'instant. Troisièmement, les coûts d'opportunité, même dans le cas où l'école primaire est considérée ou déclarée comme gratuite. Quatrième facteur, alors parfois les choses sont extrêmement prosaïques, mais c'est important de le garder à l'esprit, l'absence de latrine à l'école, qui évidemment là aussi est un facteur discriminant pour les jeunes filles. La violence à l'école est le cinquième facteur, la distance des implantations scolaires est le sixième, l'absence de femmes enseignantes le septième, et des pratiques pédagogiques qui semblent inappropriées le huitième, dans le cadre de cette étude. Je reviens juste pour vous donner un petit chiffre qui est assez illustratif pour ce qui concerne les mariages précoces. Au Sénégal, on estime qu'il y a plus de 30% des femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées ou qui vivent maritalement depuis au moins leurs 18 ans, souvent avant. Au Burkina Faso, ce chiffre grimpe à 40%,
En Guinée, on est à plus de 60% et au Tchad à plus de 70%. Ce sont des sources de l'agence de UNFPA, hein, ce fonds des Nations Unies que vous connaissez de lutte contre la pauvreté. Voilà quelques éléments. Évidemment, ces discriminations se poursuivent, même si on l'a aperçu, peuvent s'atténuer dans l'enseignement supérieur, mais par rapport à une population qui a déjà été, si je puis dire, tamisée de cette manière-là. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation a mis en évidence le fait que des jeunes, ils ont étudié des jeunes âgés de 25 à 29 ans dans 76 pays. Et les résultats montrent que seulement 1% de la population la plus défavorisée, et le critère objectif de définition de la population la plus défavorisée, c'est le quartile inférieur selon le critère de revenu. Donc ceux qui gagnent objectivement le moins a achevé une formation diplômante pour l'enseignement supérieur en 4 ans, alors que le taux grimpe à 30% dans la population la plus favorisée. Il y a donc énormément de progrès de ce point de vue-là. Voilà, je pense que les constats ont été faits amplement de part et d'autre. Moi, je voudrais, comme je vous l'avais annoncé, quand même insister sur un élément qui est important. J'ai dit que je ne venais pas du monde académique. C'est pas tout à fait vrai. J'ai commencé ma carrière, mon parcours, en étant le responsable de l'organisation des étudiants de l'enseignement supérieur dans mon pays. Donc j'ai milité à l'époque pour la démocratisation de l'enseignement supérieur. J'ai beaucoup étudié les thèses de Pierre Bourdieu, dont il me semble que rien ne les contredit toujours sur le plan, en tout cas, des constats quelques 40 ans plus tard. De ce fait-là, j'ai ensuite travaillé, notamment au sein de la Commission européenne, sur les questions éducatives pendant 15 ans. Les constats que nous faisions étaient grosso modo les mêmes. Il y a eu une série d'évolutions, on l'a vu dans les chiffres qui nous ont été donnés par le Maroc et le Canada, mais enfin, globalement, les problèmes se posaient à peu près de la même manière. Il y a quand même une différence de perspective qui est totale aujourd'hui, parce qu'une chose s'est produite entre-temps, je l'évoquais ce matin, c'est le surgissement, il n'y a pas vraiment d'autre terme, du numérique. C'est-à-dire le changement total du rapport au temps et à l'espace, puisque évidemment l'unité de temps dans le numérique, c'est l'instantanéité, ce qui transforme aussi les distances. Nous parlons d'entrepreneuriat pendant ces 3 jours, on parle d'entrepreneuriat à une échelle globale, inévitablement, parce qu'aujourd'hui, je voyais, vous l'avez vu peut-être là dans le stand de la Confégès en face de cette salle, il y a un quizzer qui est adapté pour les zones rurales, qui a été développé par de jeunes entrepreneurs béninois. Il peut aujourd'hui être exporté absolument partout, de la Chine aux steppes de la Sibérie. On a évidemment une approche, y compris pour des choses qui donc sont matérielles, qui est totalement différente. Le numérique aussi peut apporter un certain nombre de réponses, pour autant qu'ils sont envisagés comme tels dans la lutte contre ces disparités. D'abord, il peut jouer un rôle préventif extrêmement important. Je parlais des enfants fantômes. Aujourd'hui, les meilleures solutions probablement pour accélérer ou pour rendre possible l'enregistrement des enfants, y compris bien après leur naissance, et dans des zones parfois difficiles, c'est bien des applications numériques. Je parlais des mariages précoces, des difficultés de représentation. Alors, il nous a été dit tout à l'heure que les réseaux sociaux, notamment, accentuaient des perceptions parfois négativement, mais ils peuvent aussi être utilisés pour former et informer et apporter des perceptions positives. Donc là, il y a un premier axe que l'on peut utiliser, le caractère préventif de ces outils. Deuxièmement, on le sait,
les MOOC ou les CLOM sont aujourd'hui une réalité. L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, par exemple, touche près de 2 millions d'utilisateurs quotidiennement avec ses cours en ligne. Donc on peut aller vers une massification réelle. Alors il faut la calibrer, elle ne remplace pas tout. Hein. Il y a 20 ans on disait ah ben, il n'y aura plus besoin d'université, il n'y aura plus besoin d'école, tout va se faire de cette manière-là. Évidemment non, rien ne remplace le présentiel, c'est bien la raison pour laquelle nous sommes là et nous ne sommes pas tous en train de nous exprimer à travers des écrans. Mais néanmoins, sur un certain nombre de formations de base, sur un certain nombre de perfectionnement, on peut évidemment recourir davantage à cet outil, y compris par rapport à des zones défavorisées. Certes, il y a l'enjeu de la connectivité, je ne vais pas entrer dans ce débat sur lequel nous travaillons par ailleurs, mais c'est une réalité qui avance vraiment très très vite. Et le dernier point, c'est le modèle d'innovation. Là aussi, je l'ai brièvement évoqué ce matin, mais ce que le numérique a apporté, c'est aussi une conception différente de la façon d'innover, d'inventer, de découvrir et donc aussi d'apprendre, évidemment. Parce qu'auparavant, alors je ne veux pas revenir au 19e siècle ou au début du 20e siècle, où il y avait une approche qui était extrêmement de haut en bas par rapport au modèle d'éducation. Ça a évidemment évolué dans la seconde moitié du XXe siècle, mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans des schémas où, de ce point de vue-là, les échanges font que les connaissances sont distribuées d'une manière qui est totalement différente et les interactions sont différentes. Et ce changement du modèle d'innovation ou d'appropriation des connaissances peut évidemment lui aussi être utilisé pour déculpabiliser, oserais-je dire, ou pour réinsérer dans le système éducatif, dans les approches éducatives, des personnes qui n'ont pas toujours eu les premières bases. On peut peut-être changer parfois l'ordre des choses, c'est ce qui se passe dans pas mal d'expériences, et aujourd'hui ça va plus loin que les expériences, puisqu'on estime, par exemple, dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis, qu'il vaut mieux avoir participé à un accélérateur de jeunes pousses, de start-up, que d'avoir fait une maîtrise pour trouver de l'emploi. C'est un facteur qui est aujourd'hui plus reconnu. Et moi, je ne dissocierais pas les accélérateurs ou les incubateurs de la formation académique. Je pense que les deux sont essentiels, que les deux doivent se rencontrer, mais on peut en tout cas, du point de vue académique, considérer qu'il y a une autre manière d'insérer des jeunes dans le système éducatif qui, pour le coup, devient véritablement un système d'éducation tout au long de la vie. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Monceau. Après ce premier tour de table, peut-être voudriez-vous intervenir, chers participants, à cette table ronde. Y a-t-il des questions, des interrogations, des contestations? Une question. Lorsque j'ai écouté mes collègues du Maroc exposer la situation au Maroc, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas au Sénégal? Parce que je me suis tout à fait reconnu dans tout ce qui a été dit. D'abord, quand on parle de massification, c'est la même chose qu'on a. Quand on parle de la concentration des étudiants à la faculté des lettres et sciences humaines, c'est la même chose que nous avons. Alors, donc, cela m'arrive à vous poser deux questions. Et à tous mes collègues marocains, y compris vous-même, Monsieur le Président. La première question, c'est qu'au Sénégal, il y a une loi qui a été reprise de la France et qui donne à tout bachelier le droit d'être orienté dans une université publique. Ça veut dire que l'État ne peut pas refuser
à un bachelier sur l'orientation. Est-ce que c'est la même chose que vous avez ici? Est-ce que vous avez la même loi? Parce que c'est cette loi qui crée beaucoup de problèmes. Alors, deuxième question, c'est comment gérer en ce moment-là l'équité? Parce que souvent, il y a une tension entre permettre un accès ouvert à l'enseignement supérieur à tous les enfants bacheliers, compte tenu de l'origine sociale. Donc ça, c'est l'objectif qui est proclamé. Et l'autre, le problème avec cet objectif, c'est que dans la réalité, les enfants qui restent le plus longtemps dans l'enseignement supérieur sont les enfants des riches. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'objectif tel qu'il est proclamé et la réalité de ce qu'on vit. Il y a des études qui ont été faites chez nous, je ne connais pas la situation au Maroc, qui montrent que dans notre université, 70% des étudiants auraient pu payer d'eux-mêmes leur éducation supérieure. C'est-à-dire qu'il y a une subvention implicite. En rendant l'éducation gratuite, l'État subventionne tout le monde. Mais à ce moment-là, il y a un problème de ciblage. La subvention n'est plus discriminatoire, ne vise plus les pauvres. Et en fait, ce sont les riches qui captent la subvention parce que ce sont les riches qui ont les moyens de laisser leurs enfants plus longtemps. Non. Je ne sais pas si vous avez les mêmes réflexions ici au Maroc. Merci, Monsieur le Président. Bien. Monsieur Ouaza, professeur Ouaza. Juste, enfin, je remercie tous les intervenants avec lesquels je partage pratiquement tous les propos. J'ajouterai juste par rapport à ce qu'a dit Mme Bourkria ici, les disparités, la dichotomie entre le secteur public et le secteur privé. Je pense que vous n'avez pas eu le temps pour en parler et qui font que ça accentue déjà le constat qui est fait et qui est alarmant. Ça fait des inégalités sociales et territoriales, quoique il y a des exceptions. Il y a des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Moi, je viens d'une ville qui est loin de Rabat de 1000 km, la ville en l'occurrence de Figuig, où il y a une égalité à 100% depuis les années 70 parce qu'il y avait des systèmes de solidarité, du système d'entraide entre les riches et les pauvres qui ont fait qu'il y a une égalité par l'école. Aujourd'hui, malheureusement, je parle sous le contrôle de notre professeur Bourkria qui est sociologue et qui me plaçait pour analyser ça. L'inégalité est faite par l'école. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que ça nous met devant une spirale d'échecs qui est très dangereuse et qui fait qu'il y a une continuité des inégalités et des disparités, qu'elles soient sociales ou territoriales. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que on a tous fait le constat, c'est qu'il y a des disparités. Les causes sont très nombreuses. Pauvreté territoriale, il y a même des causes politiques au Maroc à un certain moment donné. On ne va pas se voiler la face. Il y avait une certaine volonté pour que l'école ne produise plus cette élite, on va dire contestataire, qui puisse dire non et qui puisse avoir une autre manière de voir. Et on gère aujourd'hui les conséquences. À côté du programme d'ajustement structurel, à un moment donné, parce que je suis économiste, donc je ne peux pas ne pas parler de ça, qui a bloqué, qui a poussé le Maroc à ne pas investir dans les secteurs, soi-disant dans les fonds perdus, c'est des investissements à fonds perdus, en l'occurrence l'éducation et la santé. Et malheureusement, aujourd'hui, le dernier rapport du PNUD sur le développement humain, nos classes auront 121. Le Maroc est toujours, après tant d'années d'efforts et d'investissement, c'est pas pour noircir le tableau, il y a énormément d'efforts qui se font
Et c'est là ma question, c'est quoi cette solution peut-être magique? Est-ce qu'il y en a? Parce qu'on a sacrifié des générations. J'ai lu le dernier rapport du Conseil supérieur, Madame Bourkhia, qui parle de 270 000 élèves qui quittent l'école avant 15 ans. Il y a qu'à là. Et ça, c'est... Il y a d'autres chiffres qui... Quand je dis ça, je dis où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est juste une petite intervention. Merci. Merci. Derrière, il y avait une... C'est bien ça. Pardon. D'abord, je vais intervenir concernant Mme Moukria, parce qu'il a donné un constat, mais il a oublié des personnes. Les personnes handicapées. Vous n'en avez pas parlé. Et vous n'avez pas, j'avais lu le rapport, il n'y a nulle part des remarques sur les personnes en situation de handicap. C'est un problème. Le Conseil a publié un rapport sur l'éducation inclusive consacré entièrement pour cette question. Il y a un problème là, parce que même au niveau des handicaps, il y a différents types de handicap. Je vous donne un type exemple. Les trisomiques 21, il n'y a pas de scolarisation. Moi, je sais de quoi je parle. Les sourds-muets, ils sont condamnés à faire les études jusqu'à la 9e année. Le lycée, il n'y a pas de lycée. Là-bas, on ne parle pas. Même les handicaps physiques. Il n'y a pas des universités qui sont où il y a l'accessibilité. Ici à Suisse, c'est grâce à M. Moulaché. J'étais avec lui et on a discuté sur l'accessibilité. Vous voyez, ça a été à partir de Moulaché et de Krobakerski. Alors là, il y a un problème. Ok, l'idée est claire, est clairement exprimée et avec force. Si vous permettez, derrière. Monsieur le recteur. Bonjour, mes excuses, merci pour ces belles interventions. Je poserai une question concernant le statut de la langue française dans nos institutions. Ce statut est-il un facteur de disparité ou bien d'unité? Je constate, c'est une grande question, je constate que malheureusement la langue française, à l'intérieur du système privé, pas simplement disons entre le privé et le non privé, le public, est beaucoup de fois un facteur de dissimilarité, si je peux dire, et de problèmes immenses au niveau de l'université. Nous recevons des gens de certaines écoles, de certains établissements d'excellence, si je peux dire, qui fonctionnent tout à fait bien, tandis que d'autres, et qui occupent parfois des positions très avancées, ou qui sont choisis pour des spécialités avancées aussi, tandis que d'autres qui peinent vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La question, je ne veux pas être, disons, négatif jusqu'au bout, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la langue française soit réellement, disons, un facteur d'unité, voilà, et de promotion de toutes les couches sociales? Monsieur, avant, ici. Monsieur du Québec. Merci beaucoup. Donc, Alain-Olivier Bureau du Québec-Araba. J'aimerais revenir sur les points que Maryse Lasson a fait dans sa présentation, notamment sur l'offre des collèges généraux, les collèges d'enseignement général et professionnel. Le débat de ce panel se fixe sur l'accessibilité à l'université.
Or, dans le monde aujourd'hui, et c'est le constat que je fais moi ici au Maroc, en étant un étranger ici depuis 1 an et demi, mais je crois que c'est la même expérience au Sénégal ou ailleurs en Afrique. Un des problèmes, c'est que les étudiants voient l'université, les étudiants et leurs parents voient l'université comme le seul objectif possible, le seul objectif honorable pour pouvoir réussir sa vie et réussir une carrière. J'inviterais le panel à pouvoir élargir le débat à la formation professionnelle et technique, plus connectée au monde du travail et aux possibilités d'emploi dans les pays qui nous intéressent. Merci. Mais ce sera difficile vu les quelques minutes qui nous restent. Deux dernières interventions. Monsieur derrière. Une femme. J'ai pas de. Il y avait Merci à vous tous pour vos présentations. J'ai deux petites peut-être questions. La première qui s'adresse au côté marocain, on va dire. Depuis un certain nombre d'années, donc vous tous, tout le monde, j'allais dire, il y a un consensus maintenant sur le constat, qu'on connaît les chiffres que vous présentez, mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être, vous n'avez pas encore abordé cette question. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, ou en tout cas il y a une orientation assez forte, de privatiser de plus en plus le secteur de l'éducation. Quelles sont les implications en fait de cette orientation-là, en voyant en même temps que ces institutions, on va dire, ou ces établissements privés sont dotés, comme vous le dites, c'est Debar, il a bien souligné ça, dotés de ressources, d'une possibilité de recruter à l'étranger, donc on peut avoir de la qualité, mais en même temps, dans l'université publique, on a gardé la massification, sans possibilité d'avoir de sélection même au niveau du prof en quelque sorte. Donc question de qualité, on ne regarde même pas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre? Et question pour la présidente du Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Je voudrais savoir quel est le système qui est en place pour le primaire, le secondaire. Est-ce qu'il y a vraiment, je vais dire, c'est un système privé ou plutôt c'est public, c'est pour tout le monde? Donc je poserai cette question pour en même temps voir pour côté marocain qu'on est en train de voir une voie et peut-être comparer les performances. Merci. Et il y aurait une dame qui voulait parler tout à l'heure. Non. Donc c'est à Toshita, le dernier. Okay. Merci, cher président. C'est honoré évidemment de rencontrer pas mal de visages d'éminents professeurs et d'éminents également contributeurs à la première réforme systémique, je dirais, pour ne pas parler des anciennes, de 1999. 3 remarques rapides. La première, en parlant de la question de l'équité des femmes, une étude que j'avais faite en 2016 en analysant un peu les statistiques officielles, c'est que plus on professionnalise, plus c'est les femmes qui occupent davantage d'espace. Et c'était une conclusion très importante en fait à laquelle il faut donner plus d'attention. J'avais prédit entre guillemets que dans une décennie ou 2 décennies, que les cadres du pays seront des femmes. Vu que dans les facultés de médecine, les facultés de pharmacie, j'en passe, plus on professionnalise, plus c'est les femmes qui occupent de l'espace. Et je ne suis pas contre, mais je tire cette remarque qui est très intéressante. Deuxième des choses, là c'est une remarque à M. Debar à travers, quand vous avez dit que le Maroc se prépare à faire une grande réforme, je dirais on a raté le train de la réforme en quelque sorte. Déjà avec la charte. J'étais ex-cadre du ministère, je sais bien ce que je dis, de l'enseignement supérieur. Est-ce que l'on va réformer le contenu, le contenant? Là, c'est une ligne peut-être à souligner et ça ramène tout un grand débat en fait. Réformer contenu ou contenant, parce que moi je considère qu'à l'époque de la charte,
nationale et de la loi 0100, quel que soit ce qui a été appliqué ou pas, et des études qui sont encore dans le tiroir que j'ai laissé derrière moi, on a raté peut-être le train, on veut se rattraper, mais dans l'espace et le temps, il est difficile de se rattraper. Dernière remarque pour clôturer, et en joignant un peu l'idée du numérique, en fait, j'aimerais bien qu'on réfléchisse peut-être durant ces 3 jours entre cycle de l'éducation et cycle de Kondratiev. En réalité, on est en train de penser des choses sur l'éducation qui datent, alors que les cycles économiques et les cycles sociaux, tels que le cycle de Kondratiev, ils ne s'arrêtent pas. Et donc, au moment où les gens réfléchissent numérique, digitalisation, intelligence artificielle, on est encore en train de réfléchir à quelque chose de très basique qui ne va pas réellement résoudre les inégalités, parce qu'on va, une fois que nous aurons terminé ce dossier, on retrouvera que le cycle Kondratiev est allé très loin et que les inégalités ont persisté davantage. Et donc, là, j'interpelle dans mon esprit l'économie à 3.0, j'interpelle pas mal d'écrits également de Thomas Piketty. Je rappelle que, en fait, si on ne suit pas le cycle de Kondratiev, notre réflexion même d'aujourd'hui reste d'être des simples mots dans le vide. Merci. Merci. Les 4 intervenants avaient terminé leur présentation en soulignant que si la parole leur était donnée de nouveau, ils développeraient les remèdes, les pistes, les solutions, c'est ce que j'ai compris, au moins de l'intervention de Madame Rahma Ria et de Madame Maryse Lassonde. Mais ça peut être généralisé. Donc, vu le temps qui termine, pratiquement, il reste 1 minute. Est-ce qu'en 2 minutes en 2 minutes. Et répondre aussi aux questions, parce qu'il y a des questions qui ont été posées. Si vous voulez respecter le programme, voilà. Si vous voulez qu'on déborde, moi je suis prêt. Enfin, bon, on va essayer de combiner. Ah, c'était la fin. Ah bon? Alors, merci. En tout cas, je vais essayer de combiner entre des perspectives, disons, pas de solution. On n'a pas de solution clé en main. Hein. C'est une solution à trouver ensemble, et aussi les questions qui ont été abordées. Premièrement, bon, la question des disparités telle que je l'ai développée, c'est-à-dire à l'intérieur du système et aussi social, finalement, c'est une question qui s'articule avec le développement et le niveau de développement. C'est-à-dire, si on ne résout pas ce problème, mais elle est au centre. C'est-à-dire, la question éducative, la question de l'éducation, elle est centrale par rapport... parce que de cette question dépend tout le reste, disons. Donc, s'il n'y a pas quand même un développement de politiques sectorielles, toutes les politiques sectorielles autour de l'école, je crois qu'on restera toujours à ronronner. Ça, le premier point. Deuxième, peut-être que c'est venu dans les questions. C'est-à-dire, il faut garder une discontinuité dans le cap d'une réforme. On réforme les réformes. Voilà ce qu'on fait. Et nous sommes encore dedans. Hein. On réforme les réformes. Toujours, on réforme les réformes. Donc, c'est parce que il y a les temporalités sont différentes. C'est-à-dire la temporalité de celui qui veut faire vite et réformer vite, et la temporalité de l'éducation, de la formation, c'est une temporalité quand même lente, qui prend du temps, etc. Donc, comment arrimer ces 2 temporalités? Et c'est là la grande question, et la grande difficulté aussi. Ça, c'est un point quand même. Lorsqu'on parle aussi de... entre parenthèses aussi, la question de la professionnalisation. Bon, à quel niveau on peut parler de l'adéquation formation-emploi? Parce que c'est une formule magique.
Et on adresse à l'université toujours qu'elle ne forme pas pour l'emploi. L'université, elle forme pour donner des atouts qui vont servir, c'est-à-dire à l'individu d'être actif dans la société, de s'insérer autrement, c'est-à-dire il ne va pas apprendre un métier, mais il apprend des compétences, c'est-à-dire les compétences cognitives, les compétences d'esprit d'autonomie, les compétences socio-comportementales, la capacité d'adaptation, les compétences linguistiques, et la question qui a été posée par nous, le recteur, sur la question de la langue, est-ce qu'elle nous unifie? Oui et non. La langue, au Maroc, il faut dire que la langue, c'est un enjeu idéologique aussi. Hein. Il faut le dire. Hein. Par exemple, le français. Le français, c'est la langue de notre économie. Mais au niveau de l'éducation, il y avait un tâtonnement, c'est-à-dire, les matières, par exemple, scientifiques étaient étudiées en arabe, donc il y avait un problème pour les étudiants de s'insérer. La langue française est devenue un enjeu d'équité, une injustice, inéquité devant la langue. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont la langue française avaient quand même un avantage sur le marché de l'emploi, avaient un avantage pour se faire recruter par une entreprise, et pas les autres. Donc la langue est devenue un enjeu aussi de justice sociale. Donc comment résoudre ce problème? Il faut l'identifier, évacuer l'idéologique et voir comment on peut, bien sûr, l'arabe, c'est la langue qu'il faut aussi valoriser, qu'il faudrait, etc. Voilà des questions qui sont au cœur quand même de ces disparités. La question qui a été aussi soulevée concernant comment régler cette tension entre l'équité et la massification. En même temps, on voudrait l'équité, mais quand même, nous avons affaire à la massification. Chaque bachelier doit trouver une place à l'université. C'est ça, ce n'est pas une loi, mais c'est un état de fait. C'est-à-dire, personne ne peut accepter aujourd'hui de dire à un bachelier de ne pas avoir une place à l'université. Mais comment faire dans ce cas? C'est-à-dire, il faut trouver toutes les... maintenant, tout ce qu'on parle, on parle des soft skills, on parle de renforcer les langues, de renforcer, etc., etc. Mais il faudrait peut-être trouver des mécanismes beaucoup plus... C'est-à-dire, pourquoi? Parce que lorsque j'ai parlé des disparités sociales, c'est-à-dire que l'université et même l'école, elle ne compense pas le déficit social. C'est-à-dire, c'est ça, l'école après l'indépendance du Maroc, elle le faisait, parce qu'il y avait une mixité sociale. Tout le monde était assis au même bord. Mais actuellement, non. C'est-à-dire, vous avez des étudiants qui sont peut-être avantagés socialement, au sein de l'université, dans l'accès régulier. Vous avez les autres. Et les autres avec un désavantage social que l'éducation ou la formation ne compense pas, parce qu'elle n'est pas à 100% de qualité. Voilà. Et ça, il faudrait œuvrer pour que l'éducation soit de qualité. C'est ça, il n'y a pas d'autre solution. C'est pour qu'on puisse garder cette relation ambivalente entre l'équité et la massification, il faudrait investir dans la qualité de l'éducation. Concernant l'éducation inclusive, je crois que l'instance nationale d'évaluation, elle l'a mis dans l'agenda depuis quand même 3 ans et on a produit un rapport sur l'éducation inclusive, c'est-à-dire on a organisé un séminaire international sur la question et le Conseil a émis un avis sur cette question. Donc l'avis existe et tous les documents sont sur le site du Conseil supérieur de l'éducation, formation et de la recherche scientifique. Merci, Madame Ahma Rokhia. Maintenant, Madame Maryse. Oui. Alors, je serai très rapide. En fait, des solutions, en réalité, pour l'aspect géographique. Et M. Olivier l'a souligné, c'est qu'au Québec, il y a plus de 50 ans maintenant, justement parce que beaucoup d'élèves ne pouvaient pas poursuivre aux études supérieures, le Québec s'est doté d'un système qui s'appelle la création des cégeps, des collèges d'enseignement général et professionnel. Et donc, ça a vraiment permis un accès
vraiment massif aux études supérieures sur l'ensemble du territoire. Il y a plus de 65% maintenant des Québécois qui ont un diplôme d'études supérieures à cause de la création des cégeps. Alors ça, c'est vraiment, je pense, une des belles solutions du Québec, vraiment. Alors le cégep peut donner soit un accès direct à l'université, soit donner une formation technique, technicien ou technicienne en radiologie ou autre, donc, et plusieurs autres domaines. Concernant, je veux juste bien préciser qu'au Québec, on a l'équité à tous les niveaux. Là, au niveau de l'enseignement supérieur, on a même plus de femmes aussi en médecine, en droit, et reste. Mais les femmes n'atteignent pas les cadres supérieurs. Et ça ne doit pas changer. Et ça ne changera pas tout de suite. Et là où on a un problème également, c'est le fait que les femmes ne sont pas dans les disciplines qui mènent au futur. Vous parlez du numérique, vous parlez d'intelligence artificielle, elles ne sont pas en train d'étudier l'informatique, elles ne sont pas en train d'étudier les sciences physiques, elles ne sont pas du tout en génie non plus. Alors c'est ça le problème, c'est quand on pense au futur, déjà qu'on a une différence de salaire maintenant, alors imaginez, elles ne seront pas dans les métiers ou les professions qui vont vraiment être rémunératrices. Bon, je ne voudrais pas peut-être simplement m'attarder trop, mais il y avait une question concernant le système au Québec, au système, l'école primaire et en général majoritairement publique. Au niveau de l'école secondaire, donc le high school en anglais, là il y a 2 systèmes, en fait presque 3. Donc système régulier avec des programmes enrichis, le système privé. Et il y a des études qui montrent maintenant que le système régulier, ordinaire, il y a 15% de ces enfants qui vont accéder à l'université, système régulier avec des programmes particuliers où on doit payer. Alors ça monte à 55%, et système privé, ben là c'est plus de 60% qui vont à l'université. Donc on a aussi ce portrait-là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir aux réponses qui ont été apportées pour un certain nombre de questions, mais moi je voudrais dire que pour la question d'équité sur le plan du financement, le problème du financement reste posé. C'est une grande question et qui a des remous sur le plan politique et social. Il ne faut pas l'oublier, c'est la raison pour laquelle aucun gouvernement, et je le dis, aucun gouvernement n'a eu le courage de régler cette question-là. Néanmoins, parce que je me rappelle très bien, j'ai travaillé avec pas mal de ministres, lorsque je leur pose cette question, ils m'ont dit « Ah, cette patate chaude, il faut la laisser, c'est pas moi ». Et donc, alors je présente un modèle d'équité à petite échelle au niveau de l'Université internationale de Rabat. On peut taxer cette université d'être une université des riches, ce n'est pas le cas. C'est l'université de l'excellence et d'équité. Lorsque les élèves ou les étudiants ont des notes suffisantes, où ils ont les compétences sur le plan excellence, et ils sont issus de familles diminuées, ils reçoivent une bourse. C'est ça l'équité. Ceux qui ont les moyens paient, ceux qui n'ont pas les moyens peuvent être je dirais, accompagnés par des bourses en fonction de niveau de revient de leurs parents. Et donc c'est là où on peut, je pense que c'est un petit modèle, mais qui peut être utilisé par ailleurs. Je pense dans le proche futur, probablement, la question de langue pourra être, on trouvera des remédiations à cette question avec, je dirais, l'insertion de plus en plus de cours scientifiques ou de matières scientifiques au niveau du collège et du lycée en français et le renforcement de la langue française. Je pense que, comme a dit Mme Bourkia, c'est quelque chose qui nécessite du temps et il faut donner un peu, parfois dans le secteur d'éducation, il faut donner le temps au temps. Troisième point essentiel, je pense que le meilleur moyen d'améliorer la professionnalisation et l'employabilité des jeunes sortant des universités, c'est l'amélioration de la qualité de la formation et notamment le recours des nouvelles technologies d'information et de communication. La digitalisation peut jouer un rôle important je dirais même de révolution douce au sein de nos universités pour faire face à un certain nombre de problèmes qu'elles rencontrent. Merci. Juste un petit point qui concerne aussi la valorisation de la formation professionnelle. Et j'étais vraiment séduite par le modèle québécois, c'est-à-dire des collèges. Pourquoi? Parce que, d'où la solution peut-être
d'avoir des bifurcations de filières au niveau déjà du secondaire. C'est-à-dire que, vous avez tout à fait raison, M. Monceau, lorsque vous avez dit les problèmes viennent du primaire et du secondaire. Donc au niveau du secondaire, si on a vu des filières qui peuvent mener vers le professionnel et valoriser le professionnel. Parce que pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, notre formation professionnelle a été dès le départ destinée au social. Et elle a acquis disons, une dépréciation, c'est-à-dire une image qui est un peu dévalorisée. Malgré tous les efforts qu'on fait, enfin qui sont faits par les autorités publiques, de valoriser la formation professionnelle. C'est-à-dire pour la valoriser, il faudrait la situer dans l'architecture. Dans l'architecture du système lui-même. Parce que nous fonctionnons aussi avec un système qui est en silo. C'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas. Voilà, je vous remercie. Merci, je vais être très bref. Je pense que ce qui nous a été dit sur le cycle de Kondratiev, alors c'est un modèle parmi d'autres, mais ce qui a été dit en tout cas sur la nécessité de comprendre l'évolution du monde et d'être des acteurs de cette évolution-là, est fondamental pour lutter contre les problèmes de disparité, pour aussi relever le défi de la langue, notamment de la langue française dont on nous parlait tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le modèle économique qui est né de la transformation numérique est un modèle qui n'est pas francophone et qui n'est pas non plus arabophone, qui n'est pas hispanophone, qui n'est pas lusophone, qui est en effet anglo-saxon et sinophone. Et c'est un enjeu qui est fondamental que d'être en phase avec ça. Aujourd'hui, des établissements d'enseignement supérieur, des associations d'établissements d'enseignement supérieur passent des contrats, parfois gratuits, mais rien n'est gratuit dans l'existence, avec de grands groupes numériques pour obtenir ou traiter des données. Alors que le système éducatif est probablement le plus gros producteur de données au monde dans tous les sens. Si nous ne réussissons pas à nous transformer pour embrasser cette révolution numérique, nous aurons beau jeu d'en dénoncer les abus, les excès et les horreurs, nous resterons totalement impuissants et les valeurs dans lesquelles nous croyons, les valeurs qui ont été à l'origine de ce que nous avons construit, de ce que nous avons fondé. J'ai compris que dans le débat, il y avait ici autour de la table des acteurs qui avaient puissamment réformé le système éducatif au Maroc. Tout ça a été fait, j'en suis sûr, avec du militantisme positif, avec la volonté de créer du mieux. Mais si nous ne vivons pas dans le monde de l'ère globale et numérique et que nous n'en devenons pas des acteurs principaux, eh bien tous ces constats ne serviront à rien. Merci aux intervenants. Je n'ai pas voulu interférer dans ces communications en raison du temps, des limites du temps. J'espère que nous aurons d'autres occasions de débattre. Merci pour votre attention.